instantanément dans son esprit, aussi brillante et mal avisée qu'un néon dans une bibliothèque. Si Olivier a 100 € en poche aujourd'hui, qu'il en donne 6 à Paul, et lui en prête 10 à 10% d'intérêt sur un mois, combien d'euros en poche aura Olivier aujourd'hui et dans un mois? Point 4, Jean-Claude fronçait les sourcils, sortait une calculatrice, marmonnait. Avant qu'Hervé, sans lever les yeux de son écran, ne lance la réponse. 84 € aujourd'hui et 93 dans un mois. Oh, la vache, la brute! S'exclamait Jean-Claude avant de répéter fièrement la réponse à son fils. 4-10 minutes plus tard, le téléphone sonnait de nouveau. Papa, à quelle famille animale appartient la grenouille? Les batraciens, famille des batraciens, répondait Jean-Claude avant de se tourner vers ses collègues pour l'orthographe. B-A-R-T, encore un T. Point 4. Ce petit manège durera plusieurs jours jusqu'à l'appel fatidique. Bonjour, monsieur Convenant. Monsieur le proviseur à l'appareil. On a un problème avec Jason. Le couperet tomba. Le plus jeune et, paradoxalement, le plus doué pour les affaires était Jason, le fils de Jean-Claude. Le téléphone du bureau sonnait régulièrement et c'était lui. Papa, c'est pour un problème de mathématiques. Vous vous y connaissez, en maths, point 4 Jean-Claude, flatté, bombait le torse. Ben oui, un petit peu. Vas-y, balance. Chapitre 3. Petite entreprise et grande manœuvre. Dans cet écosystème précaire, où la menace d'une autorité supérieure, qu'elle soit incarnée par un ex-tolard ou plus tard, par la direction planait constamment. Chaque employé avait développé sa propre stratégie de survie, son propre side hustle pour arrondir les fins de mois ou simplement tromper l'ennui. C'était une économie parallèle, un marché noir de petites combines et de grands espoirs. Elle fait sonner la machine si on l'introduit. Tu peux m'expliquer comment elle est arrivée dans ta poche? Point 4 venait de la sortir de la poche de la veste de Sylvain, qu'il avait fouillée d'un geste si rapide que personne n'avait rien vu. Sylvain devint blême. Il regarda la pièce dans la main d'André, puis ses propres mains, comme s'il ne les reconnaissait plus. Mais, c'est pas à moi, je te jure, André. Je suis pas un désespéré, moi, là. Dis-lui, Hervé. 4 Hervé se passa une main sur le visage. Son chef, un illuminé qui croyait au voyage temporel, était maintenant le principal suspect dans une affaire de vol de pièces de monnaie, une affaire menée par son propre frère, un ex-tolard. Le distributeur automatique, symbole de la santé de l'entreprise, venait de cracher son diagnostic. Le leader, aussi innocent et chaotique soit-il, était déjà, sans le savoir, contaminé par la corruption du système. C'était la même logique de suspicion, de surveillance et de recherche du maillon faible. La tension monta d'un cran quand André se tourna vers Sylvain. « Je crois qu'il me prend pour un con, mon collègue, dit-il à Hervé, bien que son regard ne quittât pas le manager. Il sortit de sa poche une pièce de 2 €, étrangement marquée d'une fine rayure. Parce que, après le dernier casse, j'ai mis cette pièce dans le monnayeur. C'est un mouchard. 4 le distributeur automatique, ce totem de la vie de bureau, source de réconfort caféiné et de pauses salvatrices, était devenu une scène de crime. Les vols répétés n'étaient pas qu'une simple perte financière. Ils représentaient une rupture du contrat social implicite qui régissait leur petit monde. L'enquête d'André, avec son jargon de truand et ses méthodes expéditives, était une préfiguration à échelle réduite du grand audit d'entreprise qui allait bientôt s'abattre sur eux. 4 la conversation entre les 2 frères qui s'ensuivit était un condensé de leur histoire commune et de leurs chemins divergents. En tout cas, mon frangin s'en est mieux tiré, dit André avec une pointe d'ironie amère. On choisit pas sa famille, mais chacun sa voie. Oui, moi, j'avais pris la voie de droite en sortant de la banque, répliqua Hervé las. Et moi, j'ai pris pour 2, conclut André. 4 André eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'est qu'une question de temps. La patience, c'est une des nombreuses choses que j'ai apprises en prison. La bombe était lâchée. Jean-Claude, qui s'était discrètement servi un café, manqua de s'étouffer. « Vous avez fait de la prison? » demanda Sylvain, impressionné. « Braquage de banque, » répondit André nonchalamment. « C'est mon boulot, en conditionnel, de ramasser la monnaie. Ça m'embêterait d'être suspecté. » Grand, sec, avec un visage taillé à la serpe et des yeux qui semblaient avoir tout vu, surtout le pire, il était l'antithèse absolue des employés avachis dans leurs fauteuils ergonomiques. Il était le frère d'Hervé. Alors Frangin lança-t-il à Hervé sans préambule, sa voix grave résonnant dans le silence soudain. « Tu vas le choper ton casseur? » Point 4 Hervé se leva,
mal à l'aise. « André, je t'ai déjà dit. On m'envoie pour trouver l'ordure qui vide vos monnailleurs depuis 3 semaines, continua André, balayant la pièce du regard, s'arrêtant une seconde sur Sylvain qui le fixait avec une fascination craintive. Il laisse ses empreintes. Je renifle. Point 4. Sylvain, se sentant investi d'une importance nouvelle, s'approcha. J'avais cette même sensation en vous voyant. André le toisa. Quelle sensation? La peur? Pas encore, mais... balbutia Sylvain. 5. Tu trouves pas que l'intrigue des chaussettes, ça ferait un super épisode pour X-Files? Demanda-t-il à Hervé, plein d'espoir. Ça serait très très bien. Point 4. Très très bien, répéta Hervé, le ton aussi plat qu'un encéphalogramme de Bulot. Chute-toi, le sceptique, lança Sylvain avant de se tourner vers Jean-Claude. On peut plus rigoler maintenant. Cet incident, absurde et anodin en apparence, était en réalité une parfaite illustration de l'écosystème de l'entreprise. Ils étaient si habitués à la petite folie individuelle qu'ils n'étaient absolument pas préparés à la folie systémique et froide qui s'apprêtait à déferler sur eux sous la forme d'une fusion. D'entreprise. Chapitre 2. Un mouchard dans le Monarchy, la folie de Sylvain était une brume excentrique. L'arrivée d'André Markovitch fut un front froid et tranchant. Il n'entra pas dans le bureau, il le pénétra, comme un courant d'air glacial qui éteint les bougies. Mais bon, la vérité est ailleurs, de toute façon. Point 4. Cette référence était la clé. Sylvain était un fervent adepte de la culture de l'imaginaire qui avait explosé en France à la fin des années 90 et au début des années 2000. Des séries comme X-Files ou Stargate SG-1 Newton n'étaient pas pour lui de simples divertissements, mais des manuels d'instruction pour comprendre un monde rempli de conspirations et de phénomènes inexpliqués. Le bureau n'était pas un lieu de travail, mais un asile à ciel ouvert où la folie douce du management était une perturbation quotidienne à laquelle les employés s'étaient résignés. Cette normalisation du bizarre, cette acceptation tacite que leur chef puisse sérieusement envisager un voyage temporel chaussetier, les avait rendus vulnérables. Ta mère n'aurait pas, par hasard, fait un peu de rangement? Sylvain secoua la tête avec la pitié d'un prophète face à des incroyants. C'est ce qu'un esprit cartésien conclurait. Mais comment expliques-tu ce phénomène? Soit j'ai carrément fait un bond dimensionnel, comme dans Back to the Future, Retour vers le futur, ou soit c'est ma mère qui les a bougés quand elle est venue me fermer les rideaux et puis me faire un gros poutou. Et moi, je penche plutôt pour la première hypothèse. Hein. Hervé Dumont, délégué syndical par vocation et martyr par nécessité, était déjà à son poste, le regard fixé sur un tableur Excel dont les cellules semblaient se moquer de lui. Il tentait, comme chaque lundi, de trouver un semblant de sens à sa semaine avant qu'elle ne le dévore tout cru. À sa droite, le poste de Jean-Claude Convenant, VRP et incarnation vivante du stéréotype du beauf, était déjà un épicentre de bruit et d'agitation. Jean-Claude ne parlait pas, il émettait. Et là, paf! Et alors, je sais pas si c'est l'émission d'hier soir sur le paranormal ou alors l'homme lézard de Bornéo, mais ce matin, j'ai cru que j'avais fait un bond dans l'espace-temps. Parce que mes chaussettes que j'avais laissées au pied de mon lit, je les ai retrouvées sur le radiateur. T'imagines? Point 4. Un silence perplexe s'installa. Hervé regarda les chaussettes, puis Sylvain. C'est à ce moment précis que la porte du bureau s'ouvrit à la volée, révélant leur chef, Sylvain Muller, dans un état de panique avancé. Il n'était pas simplement agité. Il vibrait d'une énergie chaotique. Ses cheveux en bataille comme s'il avait traversé un champ magnétique. Et il tenait à bout de bras, comme une relique sacrée, une paire de chaussettes en bouclette grise. « C'est arrivé !» allaita-t-il, les yeux exorbités. « C'est arrivé !» Jean-Claude arrêta net son récit de conquête. Synergie. Soucoupe et Saucissons. Chronique d'une fusion annoncée partie primée. L'anomalie dans la routine chapitre 1. Le mystère des chaussettes dimensionnelles le lundi matin avait une odeur. Un mélange complexe de café tiède, de la poussière qui s'élevait des moquettes usées sous l'assaut des premiers arrivants et d'un désespoir latent, aussi subtil que la note de fond d'un parfum bon marché. Quoi? T'as enfin réussi à faire démarrer ta tondeuse? Sylvain ignora la pique. Il s'avança jusqu'au centre de la pièce, déposant les chaussettes sur le bureau de Hervé avec une solennité d'archéologue découvrant un tombeau. « Je vais vous expliquer, commença-t-il, sa voix tremblante d'une excitation quasi mystique. Je lui sors le grand jeu, tu vois. Le barbecue était à point. La merguez frétillait comme une danseuse du ventre. C'est pas du charbon, c'est bien cuit, que je lui dis. Elle était sous le charme, obligée.
Après ça, j'ai mis la 5e vitesse sous la couette, si tu vois ce que je veux dire. Point 3 servait